L'été 970. Constantinople brûle de panique. Les rues grouillent de rumeurs plus terrifiantes les unes que les autres. Une armée barbare déferle à travers la Thrace, massacrant tout sur son passage. Philippopolis vient de tomber dans un bain de sang. Des milliers de cadavres jonchent les rues de la ville. Les survivants racontent des horreurs qui glacent le sang des habitants de la capitale byzantine. À la tête de cette armée de cauchemars se trouve un homme que même ses ennemis respectent, Sviatoslav le Brave, prince de la Russe de Kiev. Un guerrier qui dort sur sa selle, mange sa viande crue grillée sur les braises et dont la seule passion dans la vie est la conquête. Il vient d'anéantir l'empire khazar, il a soumis la Bulgarie, et maintenant, il veut Constantinople. L'empereur Jean Tzimiskès, fraîchement installé sur le trône après avoir tué son prédécesseur quelques mois plus tôt, se retrouve face à un dilemme mortel. Son empire vacille. Des révoltes éclatent en Asie mineure. La famille Phocas, puissante et vindicative, complote pour le renverser. Et voilà qu'une horde de guerriers russes, magyars, petchénègues et bulgares marche sur sa capitale. Ce qui va se passer près d'une petite ville nommée Arkadiopolis changera le cours de l'histoire européenne. Une bataille où l'intelligence triomphera de la force brute. Où quelques milliers de Byzantins disciplinés écraseront une armée 3 fois supérieure en nombre. L'histoire d'un piège parfaitement exécuté, d'un général brillant et d'une victoire qui sauvera l'Empire. Pour comprendre ce qui va se jouer sur les plaines de Thrace en cette année 970, il faut d'abord comprendre l'homme qui terrorise Byzance. Sviatoslav n'est pas un prince ordinaire. Né vers 942, il est le fils d'Igor de Kiev et de la princesse Olga. Son père a été tué par les Drevlianes quand il était encore enfant. Sa mère a vengé son mari en brûlant vive toute la tribu rebelle. Sviatoslav a grandi dans cette ambiance de violence et de conquête. Le chroniqueur byzantin Léon le Diacre, qui l'a vu de ses propres yeux lors d'une rencontre diplomatique, nous a laissé une description saisissante. Un homme de taille moyenne, mais d'une carrure impressionnante. Le crâne rasé à l'exception d'une mèche de cheveux sur le côté, signe de sa noblesse chez les Russes. Des yeux bleus perçants, une moustache épaisse, une seule boucle d'oreille ornée de perles et d'un rubis. Il portait des vêtements blancs, plus propres que ceux de ses guerriers, mais refusait tout luxe inutile. Sviatoslav méprisait le confort. Quand ses armées partaient en campagne, lui ne prenait ni chariot ni marmite. Il découpait des morceaux de viande de cheval ou de bœuf, les grillait rapidement sur les braises et les mangeait. Il dormait à même le sol sur une couverture de cheval, sa selle sous la tête. Tous ces hommes faisaient ça pareil. Cette austérité forgeait des guerriers redoutables. Sa mère Olga s'était convertie au christianisme lors d'un voyage à Constantinople. Elle avait essayé de le convertir. Sviatoslav avait refusé catégoriquement. Il savait que ses guerriers se moqueraient de lui s'il trahissait les dieux slaves. Perun, le dieu du tonnerre et de la guerre, était son protecteur. Le christianisme était bon pour les femmes et les marchands, pas pour un conquérant. En 964, à peine au pouvoir, Sviatoslav s'était lancé dans une série de campagnes qui allaient redessiner la carte de l'Europe orientale. Sa première cible, les Khazars. Pendant des siècles, ce peuple turc avait dominé les steppes entre la Volga et la mer Noire. Ils contrôlèrent les routes commerciales stratégiques. Ils percevaient des taxes sur tous les marchands qui passaient par leur territoire. Sviatoslav voyait en eux un obstacle à l'expansion de la Russe. Il rassembla son armée et envoya aux Khazars un message d'une simplicité terrifiante. « Je veux marcher contre vous » en vieux slave, Kotiu naviiti. Cette phrase est restée célèbre. Pas de diplomatie, pas de négociation. Juste une déclaration de guerre pure et simple. Les Khazars, confiants dans leur puissance militaire, acceptèrent le défi. Grave erreur. Sviatoslav balaya tout sur son passage. Il utilisa des mercenaires petchénègues et oghouze pour contrer la puissante cavalerie khazare. En 965, il prit d'assaut la forteresse de Sarkel. Puis il descendit la Volga et détruisit leur capitale, Itil. Les Khazars, qui avaient dominé les steppes pendant des générations, s'effondrèrent. Leur empire disparut en quelques mois. Sviatoslav avait anéanti en 3 ans ce qui avait pris des siècles à construire. Mais le prince de Kiev n'était pas satisfait. Il conquit les terres des Alains dans le Caucase.
Il soumit les Viatychas qui osaient encore résister. Il attaqua les Bulgares de la Volga. Partout où il passait, il laissait derrière lui des villes en cendres et des populations terrorisées. Après la mort de sa mère en 969, Sviatoslav prit une décision qui montre bien son état d'esprit. Il partagea ses territoires entre ses 3 fils. À Yaropolk, l'aîné, il donna Kiev. À Oleg, le deuxième, les terres des Drevlianes. À Vladimir, le bâtard né d'une servante, il accorda Novgorod. Et lui, il décida de transférer sa capitale sur le Danube, à Pereyaslavetz, en plein territoire bulgare. Kiev ne l'intéressait plus. C'était une ville de marchands. Lui voulait être au centre de l'action, là où il pourrait conquérir les Balkans et menacer Byzance. Ironiquement, c'est Byzance elle-même qui avait déclenché cette catastrophe. L'empereur Nicéphore II Phocas, prédécesseur de Tzimiskès, avait eu une idée qui semblait brillante sur le papier. Depuis 927, Byzance payait un tribut annuel à la Bulgarie pour maintenir la paix. En 965, Nicéphore décida d'arrêter ces paiements. Il voulait affaiblir les Bulgares. Mais comment le faire sans engager ses propres armées, occupées sur le front oriental contre les Arabes? Nicéphore utilisa une tactique byzantine classique, retourner un barbare contre un autre. Il envoya un ambassadeur, le patrice Kalokiros, chez Sviatoslav, avec une proposition alléchante. Byzance paierait les Russes pour qu'ils attaquent la Bulgarie. Sviatoslav recevrait de l'or et des terres. Les Bulgares seraient affaiblis. Tout le monde y gagnait. En théorie. Sviatoslav accepta avec enthousiasme. En 968, il envahit la Bulgarie avec 60 000 hommes, selon les chroniques. Une campagne dévastatrice qui terrorisa les Bulgares. Le tsar Pierre Ier dut accepter des conditions de paix humiliantes favorables à Byzance. Mission accomplie, pensa Nicéphore. Sauf que Sviatoslav ne rentra pas chez lui. Il regarda autour de lui. Les terres bulgares étaient riches. Le Danube offrait un accès stratégique aux Balkans. Et surtout, la Bulgarie était affaiblie, divisée, mûre pour la conquête. Pourquoi se contenter d'un tribut byzantin quand il pouvait posséder tout le territoire? Il repartit brièvement défendre Kiev contre une attaque des Petchénègues. Puis en 969, il revint en force. Cette fois, ce n'était pas un raid, c'était une conquête. En quelques mois, Sviatoslav s'empara de plus de 80 villes bulgares. Le tsar Pierre mourut de désespoir. Son fils Boris II devint un fantoche entre les mains du conquérant russe. La plupart des nobles bulgares, les Boliades, choisirent de collaborer avec Sviatoslav plutôt que de résister. Le plan de Nicéphore s'était retourné de façon spectaculaire. Au lieu d'affaiblir la Bulgarie, Byzance avait créé un nouvel empire hostile à ses frontières. Un empire dirigé par un guerrier impitoyable qui ne pensait qu'à la conquête. Les steppes et les Balkans étaient maintenant sous le contrôle d'un seul homme. Le plus grand État d'Europe venait de naître. Et il était en guerre contre Constantinople. Décembre 969. Constantinople. Dans le palais impérial, un meurtre va changer la donne. Nicéphore II Phocas, l'empereur qui avait déclenché cette catastrophe, dort dans sa chambre. Son épouse Théophano, belle et ambitieuse, a comploté sa mort. Elle a pris pour amant Jean Tzimiskès, un brillant général d'origine arménienne. Ensemble, ils ont décidé de prendre le pouvoir. Dans la nuit du 10 au 11 décembre, Tzimiskès et ses complices s'introduisent dans la chambre impériale. Nicéphore se réveille. Il tente de se défendre. Inutile. Les conjurés le massacrent à coups d'épée. Le lendemain matin, Jean Tzimiskès se fait proclamer empereur. Théophano pense devenir impératrice à ses côtés. Mais Tzimiskès est plus malin. Il l'exile dans un monastère pour éviter le scandale. Il ne veut pas être vu comme l'homme qui a tué pour une femme. Le nouvel empereur se retrouve dans une position précaire. Il a pris le trône par le meurtre. Une partie de la noblesse le déteste. La famille Phocas, celle de Nicéphore, veut se venger. Bardas Phocas le Jeune prépare une révolte en Asie mineure. Et pendant ce temps, Sviatoslav consolide son pouvoir en Bulgarie et commence à regarder vers le sud, vers Constantinople. Tzimiskès essaye d'abord la diplomatie. Il envoie des ambassadeurs à Sviatoslav avec des propositions de paix, offres généreuses, titres honorifiques. Or, tout ce qu'un prince barbare pourrait désirer.
Sviatoslav écoute poliment. Puis il répond avec une arrogance stupéfiante. Il exige que Byzance abandonne tous ses territoires européens et se replie en Asie mineure, que l'empereur quitte Constantinople et établisse sa capitale quelque part en Anatolie, que les Balkans, la Thrace, la Grèce même reviennent à la Russe. Sinon, c'est la guerre. Tzimiskès comprend qu'il n'y aura pas de négociation. Sviatoslav ne veut pas la paix. Il veut l'empire. Le nouvel empereur se retrouve face à un choix impossible. Il doit simultanément écraser les rebelles en Asie et arrêter une invasion barbare en Europe. Ses ressources militaires sont limitées. Une armée byzantine complète ne peut pas être levée rapidement. Et le temps presse. Il prend une décision stratégique. Il ne peut pas mener 2 guerres de front. Il confie la défense des Balkans à 2 hommes de confiance. Son beau-frère Bardas Skléros, nommé domestique des Skolles, commandant en chef, et l'eunuque Pierre Phocas, stratopédarque, maréchal. Leur mission, gagner du temps, lever une armée en Thrace, espionner Sviatoslav, et surtout, ne pas se faire écraser. Skléros et Pierre passent l'hiver 969 à 970 à recruter. Ils rassemblent ce qu'ils peuvent, des thèmes locaux, des mercenaires, des vétérans. Une force hétéroclite d'environ 10 000 à 12 000 hommes, dérisoire comparé à ce qui se prépare. Printemps 970. Sviatoslav décide qu'il est temps de frapper. Il ne veut plus jouer. Il veut Constantinople. Il rassemble la coalition la plus terrifiante que les Balkans aient jamais vue. Son armée personnelle de guerriers russes, lourdement armés, disciplinés, féroces. Des contingents bulgares qui ont choisi son camp plutôt que de défendre leur propre pays. Des cavaliers magyars, venus de Hongrie, experts dans les raids rapides. Et surtout, des milliers de Petchénègues, ces nomades des steppes réputés pour leur sauvagerie. Les chroniques divergent sur les chiffres. Jean Skilitsès, écrivant plus tard, parle de 308 000 hommes. Un chiffre absurde, manifestement exagéré pour dramatiser la victoire byzantine qui va suivre. Léon le Diacre, témoin contemporain plus fiable, mentionne un détachement de plus de 30 000 hommes. La chronique des temps passés russes donne des chiffres différents. L'armée totale de Sviatoslav compterait 30 000 hommes, mais seuls 10 000 auraient marché sur Constantinople. Quelle que soit la vérité exacte, une chose est certaine. Les Byzantins étaient largement en infériorité numérique. Les sources s'accordent sur ce point. Face aux 10 000 à 12 000 soldats de Skléros, Sviatoslav alignait entre 30 000 et peut-être 40 000 guerriers. Un rapport de 3 ou 4 contre 1. L'armée de Sviatoslav traverse les montagnes balkaniques. Première cible, Philippopolis, aujourd'hui Plovdiv en Bulgarie. Une ville importante, fortifiée, stratégiquement située. Les Russes l'assiègent. Les défenseurs résistent courageusement pendant plusieurs jours. Finalement, les murs cèdent. Ce qui suit est un massacre. Sviatoslav, contrairement à sa réputation de guerrier noble, se montre impitoyable. Il ordonne un bain de sang méthodique. Des milliers d'habitants sont tués. Les chroniques byzantines parlent de 20 000 morts, encore un chiffre probablement exagéré, mais qui reflète l'ampleur du carnage. Des survivants sont empalés devant les murs de la ville. Un message clair à toutes les autres villes sur le chemin de Constantinople. Ne résistez pas, ou subissez le même sort. La nouvelle du massacre atteint Constantinople en quelques jours. La panique s'installe. Les marchés se vident. Les habitants fortunés commencent à évacuer leurs biens. Certains parlent de fuir par bateau. L'empereur Tzimiskès voit son autorité fragile se fissurer. Il doit montrer qu'il contrôle la situation, mais il n'a pas les moyens militaires de le faire. Après Philippopolis, Sviatoslav contourne Andrinople, autre ville majeure de Thrace. Ses espions lui ont rapporté que la ville est lourdement fortifiée et bien défendue. Il ne veut pas perdre de temps et d'hommes dans un siège long. Constantinople est l'objectif. Le reste peut attendre. L'armée russe avance vers le sud-est. À chaque village, à chaque hameau, c'est le même scénario. Pillage, incendie, massacre sélectif pour terroriser. Les paysans fuient dans les forêts. Les villes ferment leurs portes. La Thrace brûle. Et au centre de ce chaos, une question obsède tous les esprits. Où sont les légions byzantines? Pourquoi l'empereur ne fait-il rien? En vérité, Tzimiskès fait ce qu'il peut, mais il est piégé.
Bardas Phokas vient de lever l'étendard de la révolte en Asie mineure. Des thèmes entiers rejoignent sa cause. Si Tzimiskès rappelle trop de troupes pour défendre l'Europe, il perd l'Asie. S'il se concentre sur la révolte, Sviatoslav prend Constantinople. Un dilemme mortel. Skléros reçoit ses ordres. Il doit arrêter Sviatoslav. Avec 10 000 hommes contre peut-être 35 000. Comment faire? Impossible de livrer bataille frontalement. Ce serait un suicide. Les Russes et leurs alliés l'écraseraient en quelques heures. Skléros a besoin d'un plan, d'une ruse, d'un piège qui transformerait son infériorité numérique en avantage. Bardas Skléros n'est pas un général ordinaire. Issu d'une famille militaire puissante, il a grandi dans les campagnes contre les Arabes en Asie mineure. Il connaît la guerre, pas celle des chevaliers et des tournois, mais celle du terrain, de la ruse, de la survie contre des ennemis supérieurs en nombre. Il sait que les Byzantins ont un avantage crucial, la discipline. Ces soldats sont entraînés, ils obéissent aux ordres, ils peuvent tout manœuvrer en formation serrée, même sous la pression. En face, l'armée de Sviatoslav est puissante mais hétéroclite. Les Russes sont excellents combattants, organisés, disciplinés eux aussi. Mais leurs alliés, les Péchénègues sont des cavaliers nomades, impétueux, difficiles à contrôler. Les Magyars aiment les raids rapides, pas les batailles rangées prolongées. Les Bulgares se battent pour un conquérant étranger, leur moral est douteux. Skléros comprend qu'il peut exploiter ses faiblesses. Il lui faut séparer cette coalition, isoler les contingents les uns des autres, les détruire séparément. Mais comment attirer l'ennemi dans un piège? Il choisit son terrain avec soin. Près d'Arkadiopolis, aujourd'hui Lulburgaz en Turquie, la géographie offre des opportunités. Des collines boisées, des ravins, des terrains accidentés parfaits pour des embuscades. Si l'armée de Sviatoslav s'engage dans cette zone, confiante dans sa supériorité numérique, elle pourrait être piégée. Skléros élabore un plan en 3 phases. D'abord, attirer l'ennemi. Faire croire aux Russes qu'ils affrontent une armée byzantine en fuite, démoralisée. Les appâter vers le terrain choisi. Ensuite, frapper le maillon faible, les Péchénègues. Ces cavaliers nomades sont arrogants, indisciplinés. Ils foncent toujours les premiers dans le combat pour réclamer le plus de butin. Si on les isole et qu'on les écrase, le reste de l'armée paniquera. Enfin, poursuivre impitoyablement les survivants. Ne pas leur laisser le temps de se reformer. Le général byzantin divise ses forces. Une partie de son armée, peut-être 3 000 à 4 000 hommes, sera visible. Ils joueront le rôle d'appât. L'autre partie, cachée dans les bois et les ravins près d'Arkadiopolis, formera les mâchoires du piège. Les meilleurs régiments byzantins, l'infanterie lourde et la cavalerie d'élite, seront en embuscade. Ils attendront le moment parfait pour frapper. Skléros passe des nuits à peaufiner chaque détail, la position exacte des troupes cachées, les signaux pour coordonner l'attaque, les routes de repli au cas où le plan échouerait. Il fait répéter les manœuvres à ses hommes. Ils doivent exécuter le plan parfaitement. Une seule erreur, et l'armée byzantine sera anéantie. Les espions byzantins infiltrent le camp de Sviatoslav. Ils rapportent des informations cruciales. L'armée russe avance lentement, alourdie par le butin de Philippopolis. Les Péchénègues sont effectivement en tête de colonne, impatients d'en découdre. Sviatoslav lui-même est confiant. Il croit que les Byzantins vont fuir comme ils l'ont fait tant de fois face à des ennemis supérieurs en nombre. Il ne soupçonne pas un piège. Août 970. Les deux armées se rapprochent. Les éclaireurs Péchénègues repèrent l'avant-garde byzantine près d'Arkadiopolis. Environ 4000 soldats byzantins en formation défensive mais pas particulièrement agressive. Les Péchénègues envoient des cavaliers rapides pour tester la résistance. Les Byzantins tirent quelques volées de flèches, tuent quelques nomades, puis commencent à reculer. C'est exactement ce que Skléros voulait. Les Péchénègues, voyant l'ennemi battre en retraite, hurlent de joie. Le butin! La victoire facile. Ils chargent sans attendre les ordres de Sviatoslav. Des milliers de cavaliers nomades se lancent à la poursuite des Byzantins qui fuient. Les Magyars, ne voulant pas rater le pillage, les suivent. Les Bulgares hésitent. Les guerriers russes, plus disciplinés, avancent prudemment. Sviatoslav observe la scène depuis l'arrière. Il a un mauvais pressentiment. Cette retraite byzantine semble trop ordonnée.
trop organisé. Ce n'est pas la panique d'une armée en déroute. C'est quelque chose d'autre. Mais ses alliés Péchénègues sont déjà loin devant, hors de contrôle. Il ne peut plus les rappeler. Les Byzantins reculent jusqu'aux environs d'Arcadiopolis. Puis ils disparaissent dans un terrain boisé et accidenté. Les Péchénègues les suivent sans ralentir. Ils pensent avoir acculé l'ennemi. Ils pensent que le massacre va commencer. Ils pénètrent entre les collines. Et c'est là que le piège se referme. Des deux côtés, des ravins et des bois jaillissent des milliers de soldats byzantins. L'infanterie lourde, en formation serrée, bloque toutes les routes de fuite. La cavalerie cataphracte, ces chevaliers lourdement blindés montés sur des destriers massifs, chargent les flancs. Les archers lâchent volée après volée de flèches qui obscurcissent le ciel. Les Péchénègues, pris au piège dans un terrain étroit où leur supériorité numérique ne sert à rien, paniquent. Ils tentent de se disperser, mais partout, ils rencontrent des murs de boucliers et de lances. Les Byzantins les massacrent méthodiquement. La cavalerie cataphracte écrase tout sur son passage. Les cavaliers nomades, excellents dans les espaces ouverts, sont impuissants dans ce terrain confiné. En quelques heures, la majeure partie du contingent Péchénègue est anéantie. Des milliers de guerriers jonchent le sol. Les survivants tentent de fuir, mais la cavalerie byzantine les poursuit. Skléros a donné l'ordre. Pas de pitié. Tuez-les tous. Il veut que cette défaite soit si écrasante que le reste de l'armée de Sviatoslav se démoralisera. Les Magyars, voyant le désastre, font demi-tour et fuient à toute vitesse. Ils ne vont pas mourir pour Sviatoslav. Le butin ne vaut pas ce prix. Les Bulgares, déjà peu motivés, se dispersent. Certains désertent carrément, retournent chez eux. D'autres se rendent aux Byzantins en espérant la clémence. Sviatoslav et ses guerriers russes sont maintenant isolés. L'armée byzantine, victorieuse et galvanisée, se reforme et avance vers eux. Le prince de Kiev comprend qu'il a été joué. Skléros l'a attiré dans un piège magnifiquement conçu. Sa coalition s'est effondrée. Il est en infériorité numérique maintenant. Les Russes forment le bouclier, une tactique ancestrale. Les guerriers se mettent en formation serrée, boucliers imbriqués, lances pointées vers l'avant. Une phalange mobile. Les Byzantins attaquent. Vague après vague, la cavalerie charge mais se brise sur le mur de bouclier. L'infanterie byzantine tente de percer les lignes, mais les Russes tiennent bon. Pendant plusieurs heures, c'est une bataille acharnée. Les Russes se battent avec le courage du désespoir, mais ils sont épuisés, affamés, démoralisés par la perte de leurs alliés. Et les Byzantins continuent d'arriver. Des renforts frais remplacent les unités fatiguées. C'est une guerre d'attrition que Sviatoslav ne peut pas gagner. Finalement, à la nuit tombante, les Russes rompent le contact. Ils battent en retraite dans l'obscurité. Skléros prudent ne les poursuit pas trop loin. Il a gagné. Pourquoi risquer une contre-attaque nocturne? Ces hommes sont fatigués aussi. Ils laissent les Russes s'échapper vers le nord. Les pertes sont catastrophiques pour Sviatoslav. Les sources parlent de 20 000 morts. Encore un chiffre probablement exagéré, mais qui reflète l'ampleur du désastre. Léon le Diacre rapporte que les Byzantins n'ont perdu que 25 hommes. Évidemment impossible, mais même en multipliant par 100, cela reste une victoire écrasante. Les Russes ont été décimés. Leur coalition est détruite. Leur élan est brisé. Sviatoslav bat en retraite vers Philippopolis, puis retourne en Bulgarie. Il est furieux mais aussi impressionné. Ces Byzantins qu'il croyait décadents, affaiblis, incapables de se battre, viennent de lui infliger sa première défaite majeure. Il a sous-estimé son ennemi. Erreur qu'il ne referait pas. À Constantinople, la nouvelle de la victoire provoque une explosion de joie. Les cloches des églises sonnent. Les habitants descendent dans les rues pour célébrer. L'empereur Tzimiskès respire. Skléros lui a donné ce dont il avait besoin, du temps. Maintenant, il peut se concentrer sur la révolte de Bardas Phokas. Mais Skléros ne peut pas exploiter sa victoire. Tzimiskès le rappelle immédiatement. La révolte de Phokas menace de renverser l'Empire. Toutes les troupes disponibles doivent être envoyées en Asie mineure. Skléros part avec son armée, laissant seulement un corps d'observation face aux Russes. Une force insuffisante pour les empêcher de se regrouper. Pendant l'hiver 970 à 971, Sviatoslav reste en Bulgarie. Il reconstitue ses forces.
Il recrute de nouveaux alliés. Il fortifie sa position. Les Russes lancent des raids en Thrace et en Macédoine, pillant ce qu'ils peuvent, mais évitant toute bataille rangée. Ils ont appris leur leçon. En Bulgarie même, Sviatoslav devient paranoïaque. Il se méfie des nobles bulgares. Il pense qu'ils vont le trahir, passer du côté de Byzance dès que les choses tourneront mal. Il décide de frapper en premier. Il fait arrêter 300 Boliades, les hauts dignitaires bulgares. Et il les fait tous décapiter. Un massacre préventif pour éliminer toute possibilité de trahison. Cette brutalité terrorise la population locale, mais ne fait que renforcer la haine contre l'occupant russe. Du côté byzantin, Skléros écrase la révolte de Bardas Phokas au printemps 971. Une bataille décisive où les rebelles sont défaits. Phokas s'enfuit et sera capturé plus tard. Tzimiskès a maintenant les mains libres. Il peut enfin s'occuper de Sviatoslav. Mais l'empereur ne veut pas simplement repousser les Russes. Il veut les détruire. Il veut reprendre la Bulgarie. Il veut que Sviatoslav quitte les Balkans définitivement. Et il veut le faire de manière spectaculaire pour restaurer le prestige de Byzance. Avril 971. Jean Tzimiskès rassemble la plus grande armée byzantine depuis des décennies. Des thèmes entiers sont mobilisés. Les meilleurs régiments. La cavalerie cataphracte au grand complet. L'infanterie lourde d'élite. Des archers, des lanciers, des sapeurs. Au total, peut-être 30 000 à 40 000 hommes. Une force écrasante par les standards de l'époque. En parallèle, une flotte de 300 navires est assemblée. Elle doit croiser devant le delta du Danube pour empêcher Sviatoslav de s'échapper par le fleuve. L'empereur veut un encerclement total. Pas de fuite possible. Victoire totale ou destruction totale. Tzimiskès lui-même prend la tête de l'armée. Un empereur qui mène personnellement ses troupes au combat, c'est rare. Mais Tzimiskès est un militaire dans l'âme. Il a gagné ses galons sur le champ de bataille contre les Arabes. Il sait se battre. Et il veut montrer à Sviatoslav ce qu'un vrai empereur byzantin peut faire quand il est déterminé. L'armée byzantine traverse les montagnes balkaniques. Étonnamment, les Russes n'ont pas fortifié les passes. Peut-être pensaient-ils que les Byzantins n'oseraient pas attaquer. Peut-être étaient-ils trop occupés à réprimer des révoltes bulgares. Quoi qu'il en soit, Tzimiskès franchit les montagnes sans rencontrer de résistance. Première cible, Preslav, la capitale bulgare. Sviatoslav y a laissé une garnison russe et le tsar fantoche Boris II. La ville est fortifiée, bien défendue. Les Byzantins l'assiègent. Après plusieurs jours de combats féroces, ils percent les défenses le 13 avril. La bataille dans les rues est sanglante. Les Russes se battent avec acharnement, maison par maison. Finalement, ils sont submergés. Tzimiskès capture Boris II. Le tsar bulgare est envoyé à Constantinople comme prisonnier. Officiellement, l'empereur proclame qu'il vient libérer la Bulgarie de l'oppression russe. En réalité, il annexe directement le territoire. La Bulgarie cesse d'exister comme État indépendant. Elle devient une province byzantine. Les nobles bulgares qui se rendent reçoivent l'amnistie et sont intégrés dans l'administration byzantine. Cette stratégie politique est brillante. En offrant la clémence aux Bulgares qu'il accepte comme libérateurs, Tzimiskès isole Sviatoslav. Les Russes se retrouvent dans un pays hostile. Chaque ville bulgare qui ouvre ses portes aux Byzantins est une ville de moins à défendre. Chaque contingent bulgare qui change de camp affaiblit Sviatoslav. Le prince de Kiev comprend qu'il est en danger mortel. Il se replie vers Doristolon, aujourd'hui Silistra en Bulgarie, une forteresse sur le Danube. C'est une position défensive forte. Des murs épais. Le fleuve protège un côté. Il peut y tenir un siège. Et peut-être, avec de la chance, s'échapper par le fleuve si les choses tournent vraiment mal. Tzimiskès arrive devant Doristolon. Il offre à Sviatoslav une dernière chance de partir pacifiquement. Le prince russe refuse. Il croit pouvoir tenir. Peut-être espère-t-il des renforts de Kiev. Peut-être pense-t-il que l'empereur abandonnera le siège quand l'hiver approchera. Grosse erreur. Le siège commence. 3 mois d'enfer. Les Byzantins construisent des engins de siège. Des catapultes lancent des pierres sur les murs. Des tours de siège s'approchent des fortifications. Les Russes lancent des sorties désespérées pour détruire ces machines. Des batailles acharnées se déroulent devant les murs de la ville.
Sviatoslav lui-même combat en première ligne, encourageant ses hommes, mais chaque sortie coûte des vies. À l'intérieur de Doristolon, la situation se dégrade. Les provisions s'épuisent, les blessés s'accumulent, le moral s'effondre. La flotte byzantine sur le Danube empêche tout ravitaillement ou fuite par le fleuve. Les guerriers russes, enfermés, commencent à murmurer. Peut-être devraient-ils se rendre? Peut-être cette guerre est-elle perdue? Sviatoslav organise une dernière sortie massive. Le 24 juillet, il lance toutes ses forces contre les Byzantins. Une attaque désespérée pour briser le siège ou mourir en essayant. Les Russes se battent avec une bravoure suicidaire. Pendant des heures, la bataille fait rage. Mais les Byzantins sont trop nombreux, trop frais, trop bien équipés. Les Russes sont repoussés avec de lourdes pertes. Ce soir-là, dans sa tente, Sviatoslav comprend que tout est fini. Il a perdu. Son rêve d'un empire danubien s'effondre. Il ne peut plus tenir. Il doit négocier ou mourir avec tous ses hommes. Sviatoslav envoie des émissaires à Tzimiskès. Il demande la paix. L'empereur accepte de négocier. Il pourrait prendre Doristolon d'assaut, massacrer tous les Russes, mais ce serait coûteux en vie byzantine. Et surtout, Tzimiskès est un tacticien. Il préfère obtenir une victoire politique qu'un simple massacre. Une rencontre est organisée sur les rives du Danube. Léon le diacre, qui y assiste, nous a laissé une description mémorable. Tzimiskès arrive à cheval, vêtu de pourpre impériale, entouré de sa garde en armure dorée. Sviatoslav arrive en bateau, ramant lui-même parmi ses guerriers. Il ne porte rien qui le distingue de ses hommes, sauf sa boucle d'oreille ornée de perles. Les deux hommes se parlent brièvement. Sviatoslav accepte les termes byzantins. Il abandonnera la Bulgarie. Il quittera les Balkans. Il n'attaquera plus jamais les territoires byzantins. Il ne fera plus de raids contre Cherson en Crimée. En échange, les Russes pourront repartir librement avec leurs armes et ce qui reste de leur butin. Tzimiskès leur fournira même des provisions pour le voyage de retour. Le traité est signé. Sviatoslav prête serment devant ses dieux, Perrin et Vélès. Il jure qu'il respectera l'accord. S'il le brise, il invoque sur lui et ses hommes la colère des dieux. Les Russes quittent Doristolon fin juillet 971. Ils remontent le Danube en bateau, direction Kiev. Tzimiskès a gagné. La Bulgarie orientale est annexée à Byzance. La menace russe est écartée. L'Empire est sauvé. Lui-même rentre à Constantinople en triomphe. Il organise un défilé spectaculaire. Le tsar Boris II est forcé de défiler dans les rues, dépouillé de ses insignes royaux, pour montrer que la Bulgarie n'existe plus. Les trésors pillés en Bulgarie sont exposés. La foule acclame l'empereur victorieux. Pour Sviatoslav, c'est l'humiliation. Mais il est vivant. Il pense pouvoir reconstruire. Rentrer à Kiev, lever une nouvelle armée. Peut-être revenir un jour, mais il ne sait pas que son destin est déjà scellé. Sur le chemin du retour, Sviatoslav et ses hommes doivent passer les rapides du Dniepr, un endroit dangereux, même en temps de paix. Son général Sveneld l'avertit, les Petchénègues pourraient les attendre là-bas. Mieux vaut contourner par voie terrestre, même si c'est plus long. Sviatoslav refuse. Il est pressé de rentrer. Il croit pouvoir forcer le passage. Grave erreur. Tzimiskès, craignant que Sviatoslav ne revienne un jour, a contacté Kouria, le khan des Petchénègues. L'empereur a offert de l'or aux nomades pour qu'ils tuent le prince russe. C'est une tactique byzantine classique, utiliser un barbare contre un autre barbare. Kouria accepte avec joie. Les Petchénègues n'ont pas oublié le massacre d'Arkadiopolis. Ils veulent se venger. Au printemps 972, quand Sviatoslav essaie de franchir les rapides près de l'île de Khortytsia, les Petchénègues l'attendent. C'est une embuscade parfaite. Les Russes, affaiblis, épuisés par le voyage, sont piégés. Ils tentent de se battre, mais ils sont submergés. Sviatoslav meurt les armes à la main, combattant jusqu'au bout. Kouria fait transformer le crâne de Sviatoslav en coupe à boire. Selon la tradition, boire dans le crâne d'un ennemi courageux permet d'absorber sa force et sa sagesse. C'est une fin ironique pour un guerrier qui avait cherché toute sa vie à conquérir des empires et qui meurt dans une embuscade organisée par l'empereur qu'il avait voulu détruire. La bataille d'Arkadiopolis en 970 est souvent oubliée dans les livres d'histoire. Elle est éclipsée par les batailles plus spectaculaires qui ont suivi. Pourtant,
son importance stratégique est capitale. Sans cette victoire de Skléros, Constantinople aurait pu tomber. Sviatoslav aurait pu établir son empire sur le Danube. L'histoire de l'Europe orientale aurait été complètement différente. La bataille démontre le génie tactique byzantin. Face à un ennemi supérieur en nombre, Skléros n'a pas cherché l'affrontement direct. Il a utilisé la ruse, le terrain, la psychologie. Il a exploité les faiblesses de la coalition adverse. Il a transformé ses propres faiblesses en force. C'est l'essence de la stratégie byzantine, gagnée par l'intelligence plutôt que par la force brute. Pour les Péchénègues et les Magyars, Arcadiopolis marque un tournant. Les Magyars, après cette défaite, cessent progressivement leur raid dans les Balkans. Ils se sédentarisent en Hongrie. Le prince Géza, qui prend le pouvoir peu après, choisit de se convertir au christianisme et d'intégrer le monde chrétien européen. La transformation de nomades pillards en royaume chrétien commence avec cette défaite. Les Péchénègues ne se remettront jamais vraiment de la perte de tant de guerriers à Arcadiopolis. Affaiblis, ils deviennent la proie d'autres peuples nomades des steppes. Les Oghuz, puis les Koumans, les repoussent progressivement. Leur pouvoir décline. Un siècle plus tard, ils auront pratiquement disparu de la scène politique. Pour Byzance, la victoire restaure le moral et la confiance. L'Empire peut encore vaincre ses ennemis. Les généraux byzantins peuvent encore gagner des batailles impossibles. Cette confiance permettra à Tzimiskès de lancer sa grande campagne de 971 qui reconquiert la Bulgarie. Mais la victoire a aussi un coût. La Bulgarie annexée deviendra un problème récurrent pour Byzance. Les Bulgares n'acceptent pas facilement la domination byzantine. Des révoltes éclatent régulièrement. Il faudra attendre l'empereur Basile II, qui régnera de 976 à 1025, et une campagne de près de 30 ans pour soumettre complètement la Bulgarie. Une guerre longue, coûteuse, épuisante pour les deux camps. Pour la Rus de Kiev, la mort de Sviatoslav déclenche une guerre civile. Ses trois fils se battent pour le pouvoir. Yaropolk tue Oleg. Vladimir s'enfuit, lève une armée de mercenaires varegs, revient et tue Yaropolk. Finalement, Vladimir s'impose comme grand prince de Kiev en 978. Et ironiquement, c'est lui qui, en 988, convertira la Russe au christianisme orthodoxe, se rapprochant de Byzance plutôt que de la combattre. L'histoire d'Arcadiopolis nous enseigne des leçons universelles sur la guerre et la stratégie. La supériorité numérique n'est pas tout. Une coalition mal coordonnée peut s'effondrer rapidement. Un bon général avec une armée inférieure mais disciplinée peut vaincre une horde désorganisée. La ruse et l'intelligence valent mieux que la force brute. Le terrain bien choisi vaut 10 000 soldats. C'est aussi l'histoire d'un empire au bord du gouffre qui trouve en lui-même les ressources pour survivre. Byzance, en 970, semblait condamnée. Un nouvel empereur illégitime. Des révoltes internes. Une invasion barbare massive. Pourtant, grâce à la compétence de ses généraux, à la discipline de ses soldats et à une bonne dose de chance, l'Empire survit. Il survivra d'ailleurs encore 5 siècles, jusqu'en 1453. Pour Sviatoslav, c'est une tragédie personnelle. Un guerrier brillant, courageux, ambitieux. Peut-être trop ambitieux. Il avait créé le plus grand État d'Europe en une décennie, mais il n'avait pas consolidé ses conquêtes. Il n'avait pas bâti les institutions nécessaires pour gérer un empire. Il était un conquérant, pas un administrateur. Quand il est mort, son empire s'est effondré avec lui. Bardas Skléros, le héros d'Arcadiopolis, continuera sa carrière. Il deviendra l'un des généraux les plus importants de Byzance. Mais il finira par se révolter lui-même contre l'empereur Basile II en 976. Une révolte qui durera des années et qui affaiblira l'empire. L'ironie de l'histoire, l'homme qui avait sauvé Byzance deviendra plus tard l'un de ses plus grands ennemis internes. Le 16 août 970, dans les plaines près d'Arcadiopolis, environ 10 000 soldats byzantins ont vaincu une armée 3 fois supérieure en nombre. Ils l'ont fait non par miracle divin, non par chance, mais par une planification méticuleuse, une exécution parfaite et une compréhension profonde de l'ennemi. Bardas Skléros n'a pas cherché à affronter Sviatoslav en bataille rangée. Il a créé les conditions pour que l'ennemi se détruise lui-même. Il a exploité l'arrogance des Péchénègues. Il a utilisé le terrain comme une arme. Il a attendu le moment parfait pour frapper.
et quand il a frappé, ce fut avec une précision chirurgicale. Cette bataille rappelle d'autres grandes victoires de l'histoire où l'intelligence a vaincu la force. Cannes, où Hannibal avec 50 000 hommes a détruit 80 000 Romains. Crécy, où les archers anglais ont massacré la chevalerie française. Nagashino, où les arquebusiers japonais ont anéanti les charges de cavalerie samouraï. Dans tous ces cas, le général victorieux avait compris une vérité fondamentale. La guerre n'est pas seulement une question de qui a le plus de soldats, mais de qui sait le mieux utiliser ceux qu'il a. Arcadiopolis a sauvé Constantinople. Elle a donné à Byzance le temps de se ressaisir, de vaincre ses ennemis internes, de lancer une contre-offensive dévastatrice. Sans cette victoire, l'histoire aurait été radicalement différente. Peut-être que Sviatoslav aurait pris Constantinople. Peut-être que la Russe de Kiev serait devenue une superpuissance balkanique. Peut-être que Byzance serait tombée 5 siècles plus tôt. Mais l'histoire n'aime pas les peut-être. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'un général byzantin brillant, avec des ressources limitées, a utilisé son cerveau plutôt que sa force. Et ce jour-là, l'intelligence a triomphé de la puissance brute. Une leçon que les généraux et les dirigeants feraient bien de se rappeler, hier comme aujourd'hui.